On ne peut pas parler de vecteur sans parler d'abord de déplacement, de mouvement. Ici, vous voyez cette petite bille? On va imaginer que cette petite bille ici, c'est un point. J'ai fixé ici ma petite bille après ce compas. Je pointe le compas en haut et vous voyez le mouvement du point symbolisé par cette petite bille. Si vous aviez à caractériser ce mouvement, vous diriez quoi? Eh bien, je suis persuadé que vous parleriez de mouvement de rotation. Ce point est animé d'un mouvement de rotation, dont le centre serait, ici, le point O. Et la trajectoire du point serait bien un cercle. Si vous vouliez que la trajectoire du point en mouvement, ce soit un segment, vous feriez ce genre de mouvement. Si nous imaginons que ici la mine de ce stylo, c'est le point, quand je fais ce mouvement, la trajectoire que j'obtiens, c'est un bout de droite, c'est un segment. Ce mouvement est un mouvement de translation. Pour caractériser la translation qui m'a permis ici de passer de A à B, il faudrait que je vous indique la droite le long de laquelle la translation s'est effectuée. C'est ce qu'on appelle la direction. Mais quand vous circulez ici, sur une droite, vous pouvez circuler dans ce sens, ou bien dans ce sens. Il faudrait donc que je vous indique le sens du déplacement. Vers ici, par exemple. Je pourrais utiliser une flèche pour ça. Et puis, il faudrait que je vous indique la longueur, ici, du déplacement. Ici, la longueur AB est de 3,6 cm. Ici, j'ai une translation qui transforme A en B. Est-ce qu'en connaissant la direction de la translation, le sens, la longueur, est-ce que je peux faire la même translation pour transformer C en un point D? Eh bien, essayons. On va commencer par faire quoi? Par tracer la direction. Si on veut la même direction, on va tracer la parallèle à AB. Si vous regardez ici cette droite en pointillé, vous avez la même direction que la droite AB. On va dans ce sens. Sur quelle longueur ici? 4 cm. Et j'ai le point D ici. C'est la même translation qui transforme A en B que C en D. C'est la même translation transformant F en G. On pourrait ainsi transformer chaque point du plan. Alors qu'est-ce que nous avons inventé en mathématiques pour définir une translation? Nous avons défini ce qu'on appelle le vecteur. Le vecteur, il faut qu'il indique le sens, la longueur, la direction, bref, les caractéristiques de la translation. Mon vecteur, ça va donc être un segment de longueur 4 cm, qui aura pour direction, bien sûr, la direction de la translation qui m'intéresse. J'indique le sens directement par une flèche. Bien, ce segment fléché, qu'on appelle un vecteur, on peut lui donner un nom. Par exemple, pourquoi pas la lettre U. Et on met une flèche dessus. Mais alors, ce vecteur, on peut le mettre n'importe où. En fait, il indique toutes les caractéristiques de la translation. Ben oui, parfaitement. On aurait pu ici prendre A et B, et on avait ici le vecteur
qu'on appelle AB, qui est le même que le vecteur U. Ce qui est difficile ici, c'est de bien comprendre qu'un vecteur, il n'a pas un emplacement unique. Le vecteur, il caractérise seulement la translation. Il vous servira d'ailleurs comme outil en physique quand vous étudierez les mouvements. Donc ici, si par exemple je prends cette allumette, j'imagine que le bout rouge ici c'est la flèche. Quand je place mon allumette ainsi en respectant la direction, c'est le même vecteur ici que les deux autres. Je peux placer le vecteur où je veux. Le vecteur, c'est simplement un outil qui me permet de caractériser la translation. Soit les deux points ici E et F, la translation qui me permet de transformer E en F, c'est la translation de vecteur EF. E est l'origine du vecteur, F est l'extrémité du vecteur. Je vais maintenant transformer le point A en un point B en utilisant la translation de vecteur EF. Bon, ici, je prends la même direction, je prends ici la même longueur, on avait 8 cm, et j'obtiens le point B. Mais la translation, on peut aussi bien la caractériser en utilisant A et B. C'est-à-dire que je peux vous parler bien sûr du vecteur AB. Le vecteur AB a pour origine A, pour extrémité B. Qu'est-ce qu'on peut dire des vecteurs AB et EF? Ben, ça correspond au même déplacement. AB et EF, ce sont deux vecteurs qui sont égaux. Regardez bien. Vous voyez EF et AB. Si vous pensez au segment EF et AB, ils ont la même longueur et ils sont évidemment parallèles. Donc qu'est-ce qu'on peut dire du quadrilatère EFBA? Eh bien, vous vous souvenez, c'est forcément un parallélogramme. Si vous avez deux segments de même longueur et qui sont parallèles, si vous prenez les extrémités des deux segments dans le bon ordre, vous obtenez bien sûr un parallélogramme. Donc pour montrer que deux vecteurs sont égaux, eh bien vous pouvez montrer que vous avez affaire à un parallélogramme. Donc ici vous pouvez par exemple démontrer que FA et EB ont le même milieu. S'ils ont le même milieu EFBA, eh bien parallélogramme, donc EF égale AB. On veut placer le point D tel que AB égale CD. Qu'est-ce qu'on vient de voir? C'était que A, B, D, C était un parallélogramme. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends ici la distance entre A et B, je la reporte, je prends la distance de A à C, je la reporte, et j'obtiens ici à l'intersection le point D. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme propriété? J'ai utilisé que dans un parallélogramme, les côtés opposés avaient la même longueur. Qu'est-ce qu'on peut dire du vecteur CD? Il est égal au vecteur AB. C'est la même translation qui transforme A en B que C en D. De la même façon, qu'est-ce qu'on peut dire ici de la translation qui transforme B en D et A en C? Elle est la même. Le vecteur BD est égal au vecteur AC. La translation qui me permet de transformer ici A en B, c'est la translation de vecteur AB. Si maintenant, je prends la translation qui a même direction, le sens contraire et même longueur, ce serait la translation qui me transforme, ce coup-ci, B en A. La translation de vecteur AB me transforme A en B, la translation de vecteur BA me transforme B en A. Les deux vecteurs sont
opposé. On peut écrire que AB c'est égal à moins BA, l'opposé de BA. Et si A et B ne sont pas distincts, si A et B sont confondus, le vecteur AB, c'est le même vecteur que le vecteur AA. Puisque A et B sont confondus. C'est le même vecteur que le vecteur BB, c'est ce qu'on appelle le vecteur nul. On a ici un segment AB, et puis un point I qui est le milieu de AB. A, I et B sont sur une même droite. AI est égal à IB. Qu'est-ce qu'on peut dire alors des vecteurs AI et IB? Ils ont le même sens, même direction. IB a la même longueur que AI, donc qu'est-ce qu'on peut conclure? Que les vecteurs AI et IB sont égaux. Donc un point I sera le milieu d'un segment AB si et seulement si AI est égal à IB. Voilà un nouveau moyen de montrer qu'un point est le milieu d'un segment. On voudrait transformer le point A en un point B en utilisant la translation de vecteur U. Bien sûr qu'on pourrait tracer un parallélogramme, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi utiliser le quadrillage? Qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez, on avance de 4 ici, horizontalement, 1, 2, 3, 4, et je monte de combien? De 2. Tu avances de 4, tu montes de 2. Je veux maintenant transformer A en un point C en utilisant la translation de vecteur V. Qu'est-ce que vous diriez? Tu avances de combien? 1, 2, 3, et tu descends de 4. 3, 4. Et on obtiendrait le point C. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? AC est égal au vecteur V. Pour se repérer dans un plan, on a trouvé mieux encore qu'un quadrillage. Vous vous rappelez, on trace un repère. On ne va plus avoir besoin sans arrêt de dire on avance, on recule, etc. On aura un sens positif et un sens négatif. J'ai ici un repère orthonormé, c'est-à-dire j'ai choisi deux axes perpendiculaires et j'ai pris la même graduation sur les deux axes. Si je veux transformer A en B en utilisant la translation de vecteur U, j'avance de 2, je monte de 3. 2, 3. J'obtiens le point B. Je veux transformer A en C en utilisant la translation de vecteur V ici. J'avance de 3, 1, 2, 3, et je descends de 1. 3, 1. J'obtiens C. Mais j'ai fait un repère. Sur chaque axe, j'ai un sens positif, un sens négatif. Donc ici, si je veux donner des coordonnées au vecteur AB ou au vecteur U, qui aurait les mêmes coordonnées, je vais donner quoi comme coordonnées? J'avance de 2 dans la direction positive de l'axe des X et de 3 dans la direction positive de l'axe des Y. Donc mes coordonnées, 2, 3. Et si je prends ici le vecteur AC, j'avance de 3 dans le sens positif, 1, 2, 3, mais attention ici, je vais dans le sens négatif, donc c'est bien moins 1. 3, moins 1. Prenons maintenant le vecteur CB. CB. Je pars de quel point? De C. Je mets mon doigt. Je vais
de une unité dans le sens négatif. Moins 1. Et je monte de combien? 1, 2, 3, 4, je suis dans le sens positif. Et si je prends le vecteur W ici, je pars toujours de l'origine du vecteur. 1, 2, 3, 4 dans le sens négatif, moins 4. 1, 2 dans le sens négatif, moins 2. Bien sûr, deux vecteurs seront égaux si et seulement s'ils ont les mêmes coordonnées. Ici, les coordonnées de AB sont 2, 3. Les coordonnées de CD, ici, 2, 3. AB est égal à CD. Et si je prends le vecteur nul, AA, j'avance de 0, je monte de 0, je descends de 0. Les coordonnées sont évidemment 0, 0. On va pouvoir directement trouver les coordonnées du vecteur AB si on connaît les coordonnées de A et les coordonnées de B. Pour avoir les coordonnées du vecteur AB, vous vous souvenez, on avance ici de 3, on monte ici de 1. Si vous prenez ici cette distance, ça correspond bien à la différence de XB moins XA. Alors attention. Pour des raisons de signe, on démarre toujours, quand on veut trouver les coordonnées du vecteur AB, de l'extrémité, ici B. Donc pour trouver les coordonnées de AB, XB moins XA, 5 moins 2, ça fait 3. De la même façon, YB, c'est 4, moins YA, c'est-à-dire l'ordonnée de A, c'est 3. 4 moins 3, 1. J'ai ici C et D. C de coordonnées moins 3, moins 1. D de coordonnées moins 1, moins 3. Je veux trouver les coordonnées de CD. Alors, d'après ce que nous avons dit, on démarre toujours de l'extrémité, CD. Ça me fait moins 1, moins 3. Moins 1, moins 3. Et ici, pour les ordonnées, moins 3, moins 1. Moins 3, moins 1. Qu'est-ce que j'obtiens? CD, moins 1 plus 3, ça fait 2. Moins 3, moins 1, c'est moins 3 plus 1, moins 2. 2, moins 2. Vous vous rappelez, dès qu'on a eu des nombres en mathématiques, on a eu envie de travailler avec, on a défini des opérations, des additions, des soustractions, etc. Bien, on a aussi envie de travailler avec nos vecteurs. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire que ajouter des vecteurs? Bien, c'est utiliser par exemple le vecteur U pour faire une première translation. On pourrait transformer par exemple A en B. Suivi d'une deuxième translation, de vecteur V, qui nous transformerait B en C. Le résultat de ces deux translations qui suivent, c'est la translation qui me permet de passer de A à C. Autrement dit, le vecteur AB plus le vecteur BC, ça me donne le vecteur AC. Cette relation ici est appelée la relation de Chasles. Quels que soient les points ABC du plan, on a AC égale AB plus BC. Pour voir un exemple assez simple d'utilisation de la relation de Chasles, voici un petit problème. ABCD est un parallélogramme. Démontrer que BA plus DA est égal à CA. Première chose, un petit schéma. Un petit schéma qui vous permet de visualiser la situation. Vous avez A, B, C, D, votre parallélogramme. Vous partez de la somme de ces deux vecteurs. Et vous voulez obtenir CA à la fin de la succession d'égalités qu'on va écrire.
vous savez qu'à la fin, vous obtiendrez CA. Il faut donc absolument introduire cette lettre C. Ben pour ça, vous pouvez utiliser la relation de Chasles. Vous pouvez très bien écrire que BA, ben vous allez le laisser sous cette forme et vous allez introduire par exemple C ici au niveau de DA. DA, c'est DC plus CA. Bon, maintenant vous avez BA, vous regardez sur votre schéma, BA, et vous avez DC. D'après la définition même des vecteurs, qu'est-ce qu'on peut dire au départ des vecteurs BA et CD? Ils sont égaux. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de BA et de DC? Ce sont deux vecteurs qui sont opposés. Donc c'est égal à 0, le vecteur nul, plus CA. C'est donc bien égal à CA. On s'intéresse maintenant à la somme de deux vecteurs, AB et AC2, de même origine. On veut placer le point D tel que AD soit égal à AB plus AC. Bien, on peut démontrer, avec la relation de Chasles, c'est démontré à la fin de la vidéo, que D est tel que ABDC soit un parallélogramme. C'est ce qu'on appelle la règle du parallélogramme. Donc, pour placer le point D, je vais utiliser le fait que les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur, et je vais obtenir ici mon point D. AD est égal à AB plus AC. Et quand je fais la somme de vecteurs en utilisant un pair, qu'est-ce que ça me donne au niveau des coordonnées? Bon, ici j'ai deux vecteurs, U et V. U a pour coordonnées 2, 3. 2, 3. V a pour coordonnées 1, 2, 3, moins 1. Je veux faire un représentant AB du vecteur U plus V. Donc je pars de A. Je vais faire d'abord la translation de vecteur U. 1, 2, 1, 2, 3. Ensuite, la translation de vecteur V. Attention, 1, 2, 3, moins 1. J'obtiens le point B. Alors, quelles sont les coordonnées de AB? J'obtiens 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah, c'est logique, parce que ici, horizontalement, en faisant la translation de vecteur U, j'ai avancé de 2. Puis ensuite, j'ai pris V, j'ai avancé encore de combien? De 3. 2 plus 3. Ça me fait bien 5. Qu'est-ce que j'ai fait verticalement? Verticalement, j'ai d'abord, dans le sens positif, monté de 3. Et ensuite, descendu de combien? De 1. Donc j'obtiens quoi comme deuxième coordonnée? 2. 3 plus moins 1. Monté de 3, descendu de 1. Donc pour trouver les coordonnées du vecteur somme, il suffit d'additionner les coordonnées des deux vecteurs. Donc si j'ai deux vecteurs M et N, l'un de coordonnées moins 3, moins 1, l'autre de coordonnées 5, moins 4. Pour trouver les coordonnées de la somme des deux vecteurs, moins 3 et 5, 2. Moins 1 plus moins 4, moins 5. Jusqu'à présent, l'opération qu'on a vue sur les vecteurs, c'est donc l'addition. On va définir une autre opération, vous allez voir, ça va se faire tout naturellement. Vous avez ici un vecteur U, et j'ai ici B, le point B, qui est l'image de A par la translation de vecteur U. Et si je plaçais un point C ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire qu'on obtient C à partir de A en faisant une première translation de vecteur U, puis une deuxième, U plus U. C'est-à-dire combien d'U? 2U. Donc je peux écrire que AC est égal à 2U. Je peux multiplier un vecteur par un réel.
Et si je voulais placer le point F tel que le vecteur EF soit égal à moins 3U. Le vecteur moins 3U, il sera dans le sens contraire, bien sûr, à celui de U. Donc ça revient à utiliser 3 fois ici le vecteur U. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et j'obtiens le point F. Pour trouver les coordonnées ici de EF, ou bien ici, je vais obtenir quoi? Moins 6, moins 6. Donc il suffit ici de multiplier 2 par moins 3, 2 par moins 3, pour obtenir les coordonnées du vecteur moins 3U. Plaçons le point B tel que AB soit égal à 1/2 de U. On est dans le même sens, la même direction évidemment, mais on prend 1/2 de la longueur. Bon, on pourrait aussi dire qu'on multiplie chaque coordonnée par 1/2. La première coordonnée ici c'est 1. 1/2, je me déplace que d'un petit carreau. La deuxième coordonnée, 1, 2, 3, 4. Je divise par 2, ça fait 2. Donc je me retrouve ici. Le point B est ici. Je veux à présent placer le point D tel que CD soit égal à moins 3U. Je sais que le sens de CD sera le sens contraire à celui de U. Moins 3U. Bon, je peux multiplier la première coordonnée de U par moins 3. Moins 3 fois 1, ça me fait moins 3. 1, 2, 3. Ensuite, attention, moins 3 fois 2, ça me fait moins 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai le point D. Qu'est-ce qu'on peut dire de tous les vecteurs que je veux obtenir en multipliant U par un nombre réel? Tous les vecteurs que je vais obtenir auront la même direction. On dit qu'ils sont collinaires. Donc AB est collinaire parce qu'il existe un nombre qui est multiplié par U donne AB. CD est collinaire à U parce qu'il existe un nombre qui est multiplié par U donne CD. Mais forcément, qu'est-ce qu'on peut dire de CD et AB? Ils sont eux-mêmes collinaires. Regardez bien, CD c'est moins 3 fois U. C'est donc moins 3 fois 2 fois 1/2 de U. Moins 3 fois 2, moins 6. Ça me fait moins 6 et 1/2 de U. Qu'est-ce que c'était? AB. Donc je reprends, CD c'est moins 3 fois U. Mais U finalement, c'est 2 fois 1/2 de U. 1/2 de U c'est AB. Moins 3 fois 2, moins 6. Donc finalement CD et AB sont bien sûr collinaires. Dès que vous avez deux vecteurs qui ont la même direction, ils sont collinaires. Et vous allez me dire maintenant, et le vecteur nul? Eh bien le vecteur nul, il est forcément collinaire à tous les vecteurs. Vous pouvez utiliser des vecteurs collinaires pour montrer que 3 points sont alignés. Regardez bien. Si vous arrivez à montrer que AB et AC sont collinaires, ça veut donc dire que AB et AC ont la même direction. Or ici, AB et AC, ils ont la même origine A. Donc forcément, A, B et C sont alignés. De la même façon, vous auriez pu montrer que BC, par exemple, et AC étaient collinaires. S'ils sont collinaires, ça veut dire que AC, BC sont deux vecteurs de même direction. Et ils ont tous pour extrémité C. Donc forcément, A, B, C sont alignés. Regardez bien ici ces deux allumettes qui symbolisent deux vecteurs. Ces deux vecteurs sont collinaires.
Si vous placez ces deux vecteurs tels qu'ils aient une extrémité en commun, eh bien forcément, vous aurez 3 points ici qui seront alignés. De la même façon, si vous voulez montrer que deux droites sont parallèles, D et D', si vous trouvez un vecteur sur une droite D' et un autre vecteur sur la droite D, tel que les deux vecteurs soient collinaires, donc aient la même direction, eh bien ça y est, vous aurez gagné. Vous aurez montré que D et D' étaient parallèles. Donc, les vecteurs vont parfois être pour nous de nouveaux outils pour montrer que des points sont alignés, que des droites sont parallèles. Une dernière chose, prenons la situation suivante. On a ici un vecteur U, un vecteur V. U et V sont collinaires, donc V est égal à K fois U. En l'occurrence, ici, V est égal à 3U. Donc cela veut dire qu'il existe un opérateur qui me permet de passer de 1 à 3, et que c'est le même opérateur multiplié qui me permet de passer de 2 à 6. En l'occurrence, 1, 2 sont respectivement proportionnels à 3 et 6. On a le même opérateur ici, multiplié par 3. J'ai ici en fait un tableau de proportionnalité. Qu'est-ce qu'on sait? Les produits en croix sont égaux. 1 fois 6 égale 3 fois 2. En clair, si vous avez deux vecteurs et leurs coordonnées, si vous trouvez que les produits en croix sont égaux, vous savez que ces deux vecteurs sont comment? Collinaires. Il reviendrait évidemment à la même chose de faire 1 multiplié par 6 moins 3 multiplié par 2, on serait sûr d'obtenir 0. Je veux montrer par exemple que AB et CD sont collinaires. Donc il suffit que je montre ici que les produits en croix sont égaux. 9 fois 2 tiers, c'est égal à 18 tiers. Cela me donne 6. Moins 3 fois moins 2 égale, bien sûr, 6. Les produits en croix sont égaux, donc AB et CD sont collinaires. Il est parfois plus facile d'utiliser l'autre moyen. À la place de montrer l'égalité des produits en croix, on va montrer que 9 fois 2 tiers, le produit de la première coordonnée par la seconde, moins le produit de moins 3 fois moins 2, il s'agit de montrer que cette différence est égale à 0. 9 fois 2 tiers, ça fait 18 tiers, ça fait 6. Moins 3 fois moins 2, 6. C'est bien égal à 0. Donc, les deux vecteurs sont collinaires. Les vecteurs. Avant de parler de vecteurs, parlons d'abord de ce que c'est qu'une translation. Prenons un exemple. Vous avez un personnage ici qui est en train de se déplacer. Si je veux caractériser le déplacement de ce personnage, qu'est-ce qu'il faut que je vous indique? Il faut que je vous indique la direction selon laquelle il se déplace. Est-ce qu'il se déplace le long d'une droite qui serait inclinée comme ceci, ou bien qui serait plus inclinée, etc. Il faudra bien sûr que je vous indique le sens du déplacement du personnage. Est-ce qu'il se déplace vers la droite? Est-ce qu'il se déplace vers la gauche? Il faudra aussi que je vous indique la longueur de son déplacement. Alors supposons que le personnage parte de A. Et supposons que je vous ai indiqué tous ces renseignements. Eh bien, vous allez obtenir un point d'arrivée B. Eh bien, on dit que B est obtenu par une translation du point A. De la même façon, ici, D est obtenu par une translation du point C. Vous apprendrez en physique que donc ce type de déplacement correspond à une translation. Le personnage a un mouvement de translation. C'est l'expression qu'on emploie en physique et qui rejoint beaucoup celle que nous prenons en mathématiques.
On peut maintenant donner la définition suivante. Si on a deux points A et B, la translation qui transforme A et B, eh ben, elle associera un point C l'unique point D tel que A, B, D, C soit un parallélogramme. Donc, si vous voulez, pour caractériser une translation, il nous faut bien, au départ, ici, deux points. Eh bien, la translation qui permet de transformer ce premier point A en un point B, ben, c'est celle qui vous transformera un point C en un point D à condition que vous ayez A, B, D, C qui soit un parallélogramme, c'est-à-dire que les segments AD et BC aient le même milieu. Nous allons maintenant enfin arriver à la notion de vecteur. C'est le vecteur qui va permettre de définir une translation. Bon, si on réfléchit, pour définir la translation d'après tout ce que nous avons dit, il y a l'idée du sens, il y a l'idée de la direction, et il y a l'idée de la longueur. Quoi de plus pratique que d'utiliser un segment fléché? Donc si je veux ici définir la translation qui me permet de passer de A à B, je vais prendre un vecteur qui va s'appeler EF, par exemple. Bon, j'aurais très bien pu utiliser carrément tout de suite le vecteur AB. Ici, on a AB, un segment AB, un segment CD, ils correspondent au même vecteur, à la même translation. Pour avoir l'idée du vecteur, pensez toujours au mot déplacement. Le déplacement de A à B est de même nature que le déplacement de C à D. Vous savez donc le même vecteur qui définit la translation permettant de passer de A à B ou de C à D. Donc un vecteur, comme ici le vecteur EF, il est caractérisé par son origine, sa direction, son sens. F est l'extrémité du vecteur. Alors que je l'écris EF surmonté d'une flèche, on peut aussi décider d'appeler ce vecteur par une lettre, la lettre U par exemple. La translation qui transforme A en B, c'est la translation de vecteur EF. Donc je peux dire que évidemment les vecteurs AB et CD, ils caractérisent la même translation que EF. Donc les trois vecteurs sont égaux. AB égale EF égale CD. On peut dire que AB et CD sont des représentants du vecteur U, puisque j'ai décidé d'appeler EF aussi U. Qu'est-ce qui se passe si A et B sont confondus? Si A et B sont confondus, on pourrait écrire le vecteur AB sous la forme AA. Le déplacement est nul. Eh bien justement, on l'appelle à ce moment-là le vecteur nul. AA, le vecteur AA, est égal au vecteur nul. Le vecteur opposé au vecteur AB, c'est le vecteur associé à la translation transformant B en A. C'est-à-dire, c'est le vecteur qui va vous faire revenir à votre point de départ, si on pense tout à l'heure à notre marcheur. On a ici le vecteur AB en rouge. Eh ben, le vecteur opposé à AB, c'est le vecteur qui est tracé ici en bleu. On le note moins AB. Évidemment, ce vecteur moins AB, c'est le vecteur BA. On a ici le vecteur U et son opposé, le vecteur moins U. Voilà maintenant une propriété intéressante. Si on prend I, le milieu du segment AB, eh bien, I sera le milieu du segment AB si et seulement si AI est égal à IB. Bon, ça paraît assez évident. Le déplacement de A à I est le même exactement que le déplacement de I à B, puisque I est le milieu de AB. Voilà une définition qui nous rappelle ce qu'on disait tout à l'heure au sujet de la translation. Si on a deux vecteurs AB et CD qui sont égaux, alors ABDC est un parallélogramme. La réciproque, bien sûr, est vraie. Si ABDC est un parallélogramme, les vecteurs AB
et DC sont égaux. Si jamais A, B, C, D étaient alignés, on obtiendrait un parallélogramme, mais ce qu'on appelle un parallélogramme aplati. Dans un repère OIJ, les coordonnées du vecteur U sont les coordonnées du point M, telles que OM égale U. Et les coordonnées du vecteur nul, elles sont bien sûr 0, 0. Regardons tout de suite cet exemple. Si je m'intéresse ici au vecteur U, vous le voyez? Si je veux tracer le vecteur U ayant pour origine l'origine du repère, O, le voici. OM, le vecteur OM est égal au vecteur U. Qu'est-ce qu'il aura comme coordonnée M? Il aura 3, 1. Donc finalement, pour avoir les coordonnées directement du vecteur U, je pouvais compter dans le sens positif 3, regardez le bonhomme, 1. Bon, maintenant imaginez le vecteur W. Pour avoir les coordonnées facilement, il faudrait le ramener en quelque sorte pour que son origine soit O. À ce moment-là, pour trouver l'origine du point en question, vous feriez moins 4 plus 2. Là, vous le faites directement. Vous mettez votre doigt sur l'origine du vecteur. Vous allez d'abord dans le sens négatif, puisque le sens ici est vers la gauche. Moins 4, 2. Vous avez directement les coordonnées du vecteur. De la même façon, V ici, 3, moins 1. À remarquer qu'à la place de parler du repère OIJ, on peut utiliser le vecteur OI, le vecteur OJ. En général, on les appelle I pour le vecteur OI, J pour le vecteur OJ. Et à ce moment-là, on a le droit de noter le repère également de la façon suivante. O, l'origine, I, le vecteur J. O, I, J, de cette façon. Une propriété qui va paraître assez évidente, deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées dans un repère sont égales. Si on a U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y' dans un repère OIJ, U est égal à V si et seulement si x égale x' et y égale y'. Bon, démontrons-le. D'abord dans le premier sens, si U est égal à V, alors on va essayer de montrer que les coordonnées sont les mêmes. Si U est égal à V, il existe un unique point M, xm, ym étant ses coordonnées, telles que OM égale U, et, bien sûr, OM égale V. Donc, forcément, U et V ont les mêmes coordonnées que celles de M, d'après la définition. Donc, x égale xm et égale x', y égale ym égale y'. Et réciproquement, si je pars de deux vecteurs U, x, y et v, x', y', qui sont tels que x égale x' et y égale y'. Bon, à ce moment-là, U est égal à OM et V est égal à OM, en ayant M de coordonnées bien sûr x, y. Donc U est forcément égal à V, égal à OM. Si on a deux points A et B, A de coordonnées x, y, k, et B de coordonnées x, b, y, b, alors les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa pour l'abscisse, et YB moins YA pour l'ordonnée. Démontrons cette propriété. On a ici un point B, on a le vecteur AB, on sait qu'il existe un unique point M tel que AB égale OM. Et on sait de plus que les coordonnées de M sont celles du vecteur AB. Par définition, si AB est égal à OM, on sait que le quadrilatère OMBA est un parallélogramme. Et qu'est-ce qu'on peut dire des diagonales d'un parallélogramme? C'est qu'elles se coupent en leur milieu. Alors, intéressons-nous aux coordonnées du milieu. Eh bien, l'abscisse du milieu, c'est l'admi-somme des abscisses de O et B, mais c'est aussi l'admi-somme des abscisses de A et M, par définition. Donc, on a
xa plus xm sur 2 qui est égal à 0 plus xb sur 2, qui est égal bien sûr à l'abscisse du milieu. De la même façon, pour l'ordonnée YA plus YM sur 2, c'est égal à 0 plus YB sur 2. Bon, ce qui revient à dire que XA plus XM est égal à XB, et que YA plus YM est égal à YB. Bon, je fais passer XA de l'autre côté ici, ça me fait XM égale XB moins XA, et YM égale YB moins YA. Donc, XM et YM étant les coordonnées du point M, elles sont les mêmes que les coordonnées du vecteur AB, donc le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA, YB moins YA. Prenons un exemple. On a E ici de coordonnées moins 2, 4, F de coordonnées 4, 3. Si je veux les coordonnées du vecteur EF, je vais donc faire pour l'abscisse 4 moins 2, ça me fait 4 plus 2, ça me fait 6. Et l'ordonnée, qu'est-ce que j'ai à ce moment-là? 3 moins 4, c'est-à-dire moins 1. Les coordonnées du vecteur EF sont 6 moins 1. Nous allons maintenant définir la somme de deux vecteurs. La somme de deux vecteurs U ici et V, c'est le vecteur associé à une translation ayant les mêmes effets que la translation de vecteur U suivie de celle du vecteur V. Ici, le vecteur AC qui est en bleu, il a le même effet que la succession ici des deux vecteurs U et V. Par translation de vecteur U, A a pour image B. Par translation de vecteur V, B a pour image C. Et C, c'est l'image du point A par translation de la vecteur U plus V. Donc le vecteur AC, c'est un représentant du vecteur U plus V. On a donc AC, le vecteur AC, égale AB plus BC. Eh bien, cette relation est très importante. On l'appelle la relation de Chasles, du nom du mathématicien qui l'a découvert. D'après ce qui précède, donc, quels que soient les points ABC du plan, on a AC égale AB plus BC. Voici maintenant une propriété qu'on appelle souvent la règle du parallélogramme. Si on a A, B, C, trois points distincts du plan, ben la somme AB plus AC, c'est le vecteur AD. Si et seulement si A, B, D, C est un parallélogramme. Donc ça va être une manière pour nous de pouvoir tracer ainsi le vecteur somme de deux vecteurs en utilisant cette règle du parallélogramme. Démontrons cette propriété. Si on a AB plus AC égale vecteur AD. Alors, si on utilise la relation de Chasles, ça revient à dire que AB plus AC, c'est égal à AB plus BD, puisqu'on a vu d'après la relation de Chasles que AB plus BD, c'était égal à AD. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire comme ceci? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? AC, il est forcément égal à BD, puisque AB est égal à AB. Hein. Donc, ABDC est un parallélogramme. On a vu que quand deux vecteurs étaient égaux, on avait alors un parallélogramme. Maintenant, réciproquement, si on a un parallélogramme ABDC, on sait que si c'est un parallélogramme, on a AC est égal à BD. J'ajoute le vecteur AB de chaque côté.
Ça me fait AB plus AC égale AB plus BD. Donc, est égal à AD en utilisant la relation de Chasles. On a défini une addition dans les vecteurs. On va admettre les propriétés suivantes. U plus V est égal à V plus U. Je peux changer l'ordre des termes. U plus vecteur nul égale vecteur nul plus U est égal à U. Ajouter le vecteur nul ne change rien. U plus V plus W, entre parenthèses, est égal à U plus V, entre parenthèses, plus W. Je peux grouper les termes comme je le souhaite. La somme des vecteurs ne changera pas. Enfin, dans un repère, si les coordonnées de U sont XX', celles de V, Y', alors U plus V, la somme des vecteurs, a pour coordonnées X plus X', Y plus Y'. Les coordonnées de la somme sont la somme des coordonnées. Exemple, si j'ai U de coordonnées moins 4, 3, V de coordonnées 5, moins 2, U plus V aura pour coordonnées, le vecteur U plus V, moins 4 plus 5, c'est-à-dire 1, et 3 plus moins 2, c'est-à-dire 1. Les coordonnées de U plus V seront 1, 1. On a parlé d'addition, parlons maintenant de multiplication. Ah, mais attention, multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Si on a un vecteur U de coordonnées xy, et puis un nombre réel k, le vecteur ku, il aura pour coordonnées kx, ky. C'est le produit du vecteur u par le réel k. Regardons maintenant un exemple. Ici on a z. Quelles sont ses coordonnées? Moins 2, 3. Si on prend maintenant le vecteur w, ses coordonnées seront moins 4, 6. Or, moins 2 fois 2, ça fait bien moins 4. 3 fois 2, cela fait 6. On a donc W est égal à 2Z. L'abscisse de W est 2 fois celle de Z. L'ordonnée de W est 2 fois l'ordonnée de Z. Intéressons-nous maintenant au vecteur V. Quelles sont ses coordonnées? 1, moins 1,5. Pour passer des coordonnées de Z à celles de V, il faut que je multiplie par quoi? Eh bien, par moins 1,5. Moins 2 fois moins 1,5, ça fera bien 1. 3 fois moins 1,5, ça me donnera moins 1,5. Donc V est égal à moins 1,5 de Z. Alors on s'aperçoit de quoi? Si K est un nombre positif, KU aura le même sens et la même direction que U. W c'est égal à 2 fois Z. W a la même direction et le même sens que Z. Maintenant, si K est négatif, eh bien KU a la même direction, mais il sera de sens contraire. Donc on se retrouve avec V qui a la même direction que Z, mais de sens contraire, parce que V égale moins 1,5 de Z. Deux vecteurs non nuls, AB et CD, ils sont dits collinéaires si AB et CD ont la même direction. Cela revient à dire que AB et CD sont parallèles. Si je prends l'exemple de ce trapèze MNOP, ses bases sont MN et PO. Qu'est-ce qu'on peut dire tout de suite des vecteurs MN et PO? Ils sont collinéaires, les droites MN et les droites PO étant parallèles. Si on a deux vecteurs U et V, on dira que U et V sont collinaires s'il existe un réel K tel que V égale KU. Alors, si U et V sont collinaires, il existe donc un réel K tel que U égale KV, mais il existe bien sûr également un réel K' tel que U égale K'V. Par exemple, si on a V égale 3U, alors U c'est 1/3 de V. Enfin, le vecteur nul,
il est collinaire à tous les vecteurs par définition. 0 multiplié par n'importe quel vecteur me donnera bien le vecteur nul. Voici des propriétés importantes que nous admettrons. 3 points ABC sont alignés, si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinaires. Ben oui, parce que dire que ABC sont alignés, ça revient à dire quoi? Que les droites AB et AC sont confondues. Donc, parallèles. Deux droites AB et CD sont parallèles, si et seulement si AB et CD sont collinaires. Nous avons défini une multiplication d'un vecteur par un réel. Voici les règles de calcul que nous allons admettre. Pour tout vecteur UV, pour tout réel K et K', qu'est-ce qu'on a? K facteur de U plus V égale KU plus KV. Je peux distribuer le réel K. Qu'est-ce qu'on a ensuite? K plus K' facteur de U égale KU plus K' de U. Je peux aussi distribuer un vecteur U. Enfin, K facteur de K'U, c'est pareil que KK' facteur de U. Voici ici quelques exemples. 4 facteur de AC plus EF, je peux distribuer 4, ça me fait 4AC plus 4EF. 3AB moins 6AB, je peux mettre AB en quelque sorte en facteur, ça me fait AB facteur de 3 moins 6, donc moins 3AB. Moins 8 fois 5AB, ça va me donner moins 40AB. Deux vecteurs U de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y' sont collinéaires. Si et seulement si x, y' moins x', y est égal à 0. Alors, d'où cela vient-il? Si on suppose que u et v sont collinaires, ça veut dire qu'il existe un réel k tel que x' égale kx et y' égale ky, d'après ce qu'on a dit précédemment. Donc, ça revient à dire que les coordonnées des vecteurs sont proportionnelles. Donc, on a le tableau de proportionnalité suivant entre les coordonnées de U et les coordonnées de V. X, Y, proportionnel à X', et Y'. D'après la règle des produits en croix qu'on a vue au collège, on a donc X, Y' est égal à X', Y, ce qui revient bien à X, Y' moins X', Y égale 0. Si les coordonnées sont proportionnelles, ça veut donc dire qu'il existe un nombre k tel que v égale ku, donc ça revient bien à dire que les deux vecteurs sont collinaires. Bon, regardons sur ces exemples. Si on prend U et V, U a pour coordonnées 3, moins 2, V coordonnées moins 9, 6, X, Y', 3 fois 6, moins YX', moins 2 fois moins 9, ça fait bien 18 moins 18, c'est égal à 0. Bon, par contre, si je prends W et Z, 3 fois 5, 15, moins 2 fois 6, 12, ça me fait 3, ils ne sont pas collinaires.